Alors, il faut savoir un truc fascinant. La personne la plus puissante d'une entreprise, en fait, elle est pratiquement jamais tout en haut de l'organigramme officiel. Ouais, c'est même plutôt rare pour le coup. C'est ça. Et aujourd'hui, pour notre plongée analytique, on va s'attaquer à une grosse pile de notes, d'articles de fond et d'un texte particulièrement mordant. Ça s'appelle « Les règles implicites », ce qui gouverne vraiment une entreprise. Un texte qui pique, ouais, très clinique. Absolument. Et notre mission, aujourd'hui, elle est simple. On va déchirer le voile des illusions corporatistes. En gros, on va décortiquer la grande hypocrisie qui sépare l'entreprise officielle. Celle des beaux discours sur papier glacé, des grandes valeurs, tout ça. Exactement, l'entreprise officielle et l'entreprise réelle. Celle des jeux de pouvoir invisibles, des non-dits qui asphyxient tout le monde, quoi. Fini la poudre aux yeux des séminaires collaboratifs avec genre les post-it fluo, les tables de ping-pong. Les photos LinkedIn des équipes souriantes en basket blanche. Ah, la fameuse photo en basket blanche, c'est un Ah. classique. Parce qu'en face de cette magnifique slide de PowerPoint sur la culture d'entreprise, il y a la vraie vie. C'est ça? Il y a le cas de l'employé de l'ombre. On va l'appeler Nadine. Ah, Nadine. Le profil type de Nadine, c'est vraiment le cas d'école parfait en fait. Carrément. Sur le papier, elle a aucun titre ronflant. Elle n'est pas osée au dire, son nom est écrit en tout petit, perdu au milieu d'un grand tableau. Mais tout le monde sait que c'est elle qui valide absolument tout. Ouais, parfois juste d'un haussement de sourcil. Du contrôle, par le titre, face à la réalité du pouvoir, par l'influence implicite. Et on observe ça, mais partout. Tu rentres dans une salle de réunion, on te fait la présentation bien propre des valeurs, l'autonomie, la bienveillance, la confiance. Le fameux droit à l'erreur. Oh là là, le droit à l'erreur. Mais pour comprendre la machine, il faut une autre grille de lecture. Moi, j'aime bien cette analogie, les valeurs affichées sur les murs, c'est comme les conditions générales d'utilisation d'un logiciel. Ah ouais, le truc que personne lit jamais. C'est ça, c'est le long pavé juridique, on fait tous défiler, on clique sur « Accepter » machinalement pour avancer. Ouais. Mais le vrai fonctionnement, c'est le code source caché. C'est ce règlement intérieur fantôme que tu signes jamais, mais qui dicte exactement ce que la machine a le droit de faire ou pas. C'est super pertinent comme image, le code source, parce que ça montre bien que ce double standard, c'est pas juste une petite erreur des ressources humaines ou un moment d'égarement. Non, c'est pas un bug. C'est pas un bug du tout, c'est un code de survie absolu. Les règles implicites, c'est le système nerveux de la boîte. Rien que ça. Bah ouais, parce que la question, c'est pas de savoir si ces règles sont morales, on s'en fiche de la morale ici. La question, c'est de comprendre à quoi elles servent. Dans l'ombre, elles dictent qui est protégé en cas de crash, qui a vraiment le droit de se tromper. Et qui servira de fusible à la première crise, quoi. Exactement. C'est de la version au risque, mais institutionnalisée. Ce qui explique ce contraste un peu tragicomique entre le discours de façade et le quotidien. Genre, on a tous connu ce directeur qui hurle, qui veut de l'autonomie, qui veut des équipes responsabilisées, Oui, qui fait de grands discours en plein air. mais qui se crispe physiquement, genre il bloque tous les budgets dès qu'une micro-décision est prise sans lui. Ah, l'enfer. Ou le classique manager avec la fameuse politique de la porte ouverte. Oui, ma porte est toujours ouverte, n'hésitez pas. Sauf que toute l'équipe sait très bien, par une sorte de transmission orale tribale, qu'il faut surtout pas froisser son ego avant 11h30 le matin. Ah ouais, le café d'abord, sinon t'es mort. C'est ça, sinon tu te prends des remarques passives-agressives pendant une semaine. La structure crée une règle officielle, mais l'ego humain crée la vraie règle. C'est flagrant avec l'institution de... la réunion d'après réunion. Oh oui. Le vrai lieu du pouvoir. Mais tellement. Le CODIR prêche la transparence pendant 2 heures dans l'aquarium vitré, mais les vraies décisions, elles se prennent quand? Dans le couloir. Sur WhatsApp. Ou à la machine à café, dans les 5 minutes sacrées juste après la fin officielle. C'est là que l'information brute circule. Mais du coup, si ce code de survie est aussi ancré, c'est qu'il piège vraiment les talents. Prenons le mythe de la prise d'initiative. L'injonction, c'est quoi? C'est « soyez trop actif, sortez du cadre ». Mais surtout, ne sortez pas vraiment du cadre. Voilà. Quelqu'un prend le truc au mot, lance une idée, et bam, recadrage chirurgical parce que ça n'a pas été validé en amont. Et à l'entretien annuel, on lui dira qu'il manque de proactivité. C'est une boucle infernale. En systémique, c'est ce qu'on appelle l'injonction paradoxale. On te demande de satisfaire 2 trucs contradictoires, quoi que tu fasses, t'as tort. Et la vraie traduction de la règle, du coup? C'est très simple. Prendre des initiatives, ouais, mais uniquement celles qu'on aurait prises nous-mêmes, de la même manière, et sans montrer qu'on hésitait. En fait, on ne demande pas d'être proactif, on te demande d'être télépathe. C'est de la télépathie corporatiste, j'adore le terme. Et il y a un autre piège dont parlent nos sources, c'est la fausse liberté de parole.
Le fameux « ici, on peut tout se dire ». Ouais, zéro tabou. Tu t'aperçois vite que tu peux tout dire tant que c'est sur la marque du café ou la fête de Noël. Par contre, si tu pointes une grosse erreur stratégique ou le comportement toxique du chouchou de la direction, à respecter un processus de communication obscur, la vraie règle, c'est parler librement tant que vous ne touchez pas à l'équilibre des pouvoirs. Et le meilleur outil pour ça, c'est le « mais ». La conjonction de coordination la plus toxique du monde. Le oui sur le fond, tu as raison, mais c'est dévastateur. C'est l'outil le plus rentable de l'histoire des boîtes. Parce que ça valide émotionnellement la personne, ça lui donne l'illusion d'être écouté. Tout en enterrant le problème définitivement. Exactement. C'est un anesthésiant. Et ça nous amène direct dans ce que l'analyse appelle l'économie du risque. Ah oui, l'économie du risque, ça va beaucoup parler. C'est fascinant. Les dirigeants, ils font des tas de formations sur l'engagement, la communication non violente, mais ils voient pas que le problème, c'est pas la communication, c'est la sécurité psychologique qui est asymétrique. En gros, qui paie la facture quand il dit la vérité. Voilà. Qui prend le risque? Si dire la vérité te coûte ta prime, ton statut ou te met au placard, bah, le silence devient la seule option rationnelle. L'humain déteste perdre. Et face à ce silence, la réaction de la boîte est souvent juste lunaire. Au lieu de purger le code source, qu'est-ce qu'on fait? On crée un comité de pilotage du bien-être. Mais grave, les sources ont une métaphore géniale pour ça. C'est comme construire frénétiquement un nouvel étage à un parking, avec du béton et tout, sans jamais regarder si les fondations s'effondrent. On rajoute de la complexité pour masquer sa pourrie de l'intérieur. Et ce décalage entre la poésie affichée et les vraies règles brutales, ça crée des comportements de contournement de dingue. Des trucs qui ont l'air super paranoïaques de l'extérieur. Ouais, mais de l'intérieur, c'est de la survie logique. La langue de bois, par exemple. Un mail de 3 lignes sur un retard de projet, on va le réécrire 10 fois. Lissé, poli, relu. Parce que l'employé sait que s'il est ambigu, il est protégé. S'il est cash et factuel, on va dire qu'il est pas constructif. Qu'il a une énergie négative. Et la mise en copie, on en parle, l'art subtil du CC. Ah, la police d'assurance ultime. C'est exactement ça. Mettre son boss en copie, c'est pas pour l'informer. C'est pour s'assurer sur un navire qui coule. On sait que sans trace, le boss pourrait très bien nier dans 3 mois. Et c'est ça qui transforme les boîtes en, comme dit le texte de façon très sarcastique, un régime féodal avec abonnement Microsoft 365. J'adore cette phrase. Régime féodal avec Microsoft 365. Les petits vassaux qui cherchent la validation du seigneur local. Mais le coût de ce théâtre, il est astronomique. C'est pas juste une ambiance pourrie, ça paralyse tout. L'innovation est morte et les gens s'épuisent. Le désengagement, le quiet quitting, c'est pas un caprice de génération. Non, c'est un calcul hyper froid. C'est ça. Les talents retirent leur énergie quand ils captent que le jeu est truqué et que l'honnêteté est punie. Et le pire, c'est que les profils les plus lucides, ceux qui veulent pas jouer cette mascarade, ils partent, sans bruit, ils démissionnent et laissent ceux qui savent très bien survivre sans rien produire. Et le plus ironique, c'est que tout ça, c'est un secret de polichinelle. Tout le monde connaît ces règles implicites. Le nouveau, il capte en 10 jours, quoi. Et un externe le voit en une réunion. Mais personne dit rien. Le roi est nu et tout le monde applaudit son beau costume. Alors, c'est là que ça devient intéressant, parce que le système tourne à vide. Mais il y a une approche clinique, la fameuse méthode Joker Impact, qui est mentionnée dans nos sources. Oui, et c'est pas un énième sondage de satisfaction tout mou, hein. Surtout pas. C'est une méthode de diagnostic assez brutale pour auditer la culture réelle, pas la brochure. Et ça commence par quoi? Par ignorer les grands discours. Exactement. Joker Impact s'intéresse aux hésitations, au silence gêné en réunion, aux réunions préparatoires avant la vraie réunion. Les fameuses réus pour préparer la réu. Voilà. Et les phrases boucliers genre « on a toujours fait comme ça » ou alors « il faut être stratégique ». Ou ma préférée, c'est pas le bon moment. Le bouclier absolu. Et la première étape de la méthode, c'est de cartographier ces règles et de mesurer l'écart avec la vitrine officielle. Ça provoque un choc cognitif énorme, en général. J'imagine. Surtout sur des valeurs comme l'innovation. La charte dit « ici on disrupte ». Mais la méthode montre quoi? L'innovation est tolérée si elle touche pas au budget, si elle fâche aucun directeur et si elle perturbe pas la sieste du PDG. C'est exactement ça. Ou le droit à l'erreur. Officiellement, on l'a. Réellement, c'est un privilège pour les protégés politiques. Pour les autres, c'est une tâche dans le dossier à vie. Et la méthode utilise un triptyque assez dingue pour ça. 3 colonnes. Ce qu'on dit, ce qu'on fait et ce qui est réellement récompensé. Ça, c'est la douche froide pour les directions. Oui. Colonne 1, on veut de la prise de risque. Colonne 2, on exige un reporting hebdomadaire qui étouffe tout le monde. Colonne 3, la grosse prime va à celui qui a suivi les procédures sans jamais faire de vagues. Une radiographie parfaite de l'hypocrisie.
Mais l'outil qui va encore plus loin dans Joker Impact, c'est la matrice des permissions réelles. Ah oui, ça m'a marqué. Parce que l'organigramme, il sert à rien pour voir le pouvoir. Il faut regarder qui a la permission réelle, non écrite, de dire non, De bloquer un projet débile. ou de ralentir une équipe qui frôle le burn-out, sans passer pour un traître. C'est un changement de paradigme total. Imaginons, personne n'a le droit de refuser poliment une tâche. Tout le monde est sous l'eau. Le diagnostic, c'est pas un problème d'outils de gestion du temps. Absolument pas. C'est l'absence de permission psychologique. C'est ce que l'analyse appelle le culte de l'obéissance décorée. Le culte de l'obéissance décorée, c'est piquant. Et donc la troisième phase de la méthode, c'est de nommer tout ça publiquement. C'est un acte hyper politique. C'est plus de la RH, là. C'est tendre un miroir au système. Et ça doit faire mal. Les sources disent que les systèmes réagissent avec beaucoup d'agressivité. Ah oui, ils crient à la rébellion ou à l'insolence. Mais il faut forcer la boîte à voir que si les gens n'avancent pas, c'est pas par flemme. C'est parce qu'être franc, c'est devenu dangereux. Donc une fois que le diagnostic est posé de manière aussi crue, il faut rééduquer le système. Oui, parce qu'on nettoie pas 20 ans de trucs toxiques avec un mail inspirant du grand patron, hein. Non, fini le gospel corporate en playback. Il faut un cadre explicite. Il faut remplacer la règle cachée par une règle assumée. Si la règle cachée, c'était « on contredit jamais le chef en réunion ». La nouvelle règle explicite devient par exemple toute objection argumentée, recevable et même exigée. Et la direction doit y répondre sans pénaliser la personne. On passe d'un fonctionnement infantile basé sur la trouille à un contrat adulte. Ce mode adulte y permet aussi de régler un truc terrifiant. Le trou noir décisionnel. Oh oui, la faille spatio-temporelle de la boîte. Le truc remonte de la base, un gros souci client, il est absorbé par la hiérarchie, il disparaît pendant 6 mois, Et il réapparaît en flamme, écoute une blinde à régler. et là le CODIR dit « Mais pourquoi on n'était pas au courant ?» Bah oui, pourquoi pas. C'est le principe de la patate chaude. Personne n'a la permission officielle de traiter le truc, alors tout le monde regarde ailleurs. La solution, c'est un canal tracé. Un problème remonté génère soit une action, soit une décision claire de rien faire, mais assumée. Et pour ça, on met en place des rituels de clarification. Mais attention, c'est pas la réunion pour vider son sac. Surtout pas. Vider son sac, c'est le pire truc. Ça se retourne toujours contre l'employé naïf qui parle trop. Un rituel de clarification, c'est clinique. On ne parle pas des projets, on audite la machine. Qu'est-ce qui redevient implicite? Quelles règles on contourne en ce moment? Dans un cadre hyper sécurisé. Alors attends, je me fais l'avocat du diable 2 secondes. Vas-y. Si on traque le moindre non-dit, qu'on écrit une procédure pour savoir comment on a le droit de parler, qu'on trace tout, on va pas créer un monstre, hein. Un enfer bureaucratique rigide de 400 pages où toute spontanéité est morte. C'est le gros pushback classique, ça. Mais l'analyse fait une distinction clé. L'objectif, c'est pas de bureaucratiser, c'est de civiliser. Civilisé, la nuance est importante. Énorme nuance. La bureaucratie, ça fige pour empêcher l'action. La civilisation, ça clarifie les lois pour qu'on puisse vivre ensemble sans violence arbitraire. Donc il y aura toujours des luttes de pouvoir, des tensions de budget. Bien sûr, c'est la nature humaine. Mais dans un système civilisé, ces tensions sont sur la table. Elles pourrissent pas dans les couloirs. Le non-dit perd son statut d'arme fatale, quoi. Et l'employé normal, il a plus besoin d'être un stratège politique niveau expert juste pour faire son taf. Exactement. L'honnêteté devient plus un suicide professionnel. Et c'est ça que propose la méthode Joker Impact, un cadre adulte où on arrête de gérer l'entreprise par la rumeur et la trouille. Donc pour synthétiser, l'informel et les non-dits, ils disparaîtront jamais. Le but, c'est pas de jouer les utopistes et de les planquer sous le marketing RH. Le vrai défi, c'est de choisir. Soit on audite cette part d'ombre pour la maîtriser, soit on la subit jusqu'à l'asphyxie. C'est tout à fait ça. Ce qui nous amène à une réflexion finale, tirée directement de la conclusion des sources. Une règle implicite non lue et non nommée, c'est l'expression d'un pouvoir sans aucun contrôle. Ça fait réfléchir. Du coup, sachant qu'aucune équipe n'est immunisée contre ça, quelle est cette petite règle tacite, ce petit arrangement hypocrite avec le réel qu'on a accepté sans broncher, cette semaine, sous prétexte de complexité politique? Une question à bien garder en tête la prochaine fois qu'on aura le réflexe de mettre un supérieur en copie cachée, juste pour des raisons de visibilité.